Tourville-les-Ifs, ça ne vous dit rien? Si, nous sommes dans une gare, dans la gare de Tourville-les-Ifs. Une gare qui est aujourd'hui désaffectée, mais qui fut très importante. Alors, petite explication. Cette gare est ce qu'on appelle un X, c'est-à-dire qu'il y a deux voies ferrées qui se rejoignent. La première voie ferrée, là-bas, c'est Fécamp, 5 km. Vous voyez que la voie est encore en service, elle ressemble parfois à la voie du bout, et elle vient s'embrancher sur l'artère Paris-Le Havre à Bréauté. Donc, Bréauté, Fécamp. Et la deuxième voie, qui se trouve ici, et qui est désaffectée depuis 20 ans, eh bien cette voie, c'était Le Havre et Trotta. Et Trotta, c'était un cul-de-sac, d'où le nom, eh bien vous allez le voir, les Ifs, embranchement, parce que ça se terminait en cul-de-sac. Et cette voie, depuis 20 ans, est désaffectée, parce que regardez, les primes verts qui ont poussé vous montrent que ça ne sert plus. Et donc, cette magnifique petite gare, et surtout qui était très importante, il y avait beaucoup de trafic, il y avait même une remise vapeur, eh bien, était promise à la démolition. Sauf que, il y a 10 ans, un passionné de chemin de fer, qui était un peu à l'étroit dans son association à Elbeuf, cherchait à la fois un logement pour sa famille, mais également un endroit pour remiser son matériel. Et voilà pourquoi il a sauvé de la démolition cette magnifique gare de Tourville-les-Ifs. Cet homme, on l'appelle Fred, il est très connu dans le milieu chemin de fer, c'est Fred Delahaye. Delahaye, plutôt un nom pour l'automobile, mais un passionné de chemin de fer. Et il a 65 pièces rares qu'il collectionne et restaure. Et c'est grâce à lui et grâce à d'autres personnes que nous découvrons souvent dans cette collection de DVD que du matériel promis à la démolition et à la disparition est sauvé. Alors, on va faire une petite visite guidée dans ce DVD. Eh bien, regardez, pour aller faire du matériel, vous voyez, il y a du matériel bleu des PTT qui servait, disons, au personnel d'hôtel, si vous voulez. Et vous verrez, il y a une voiture Pullman qui a été sauvée. Il y a beaucoup de locotracteurs, que l'on restaure. Il y a, vous allez le voir, des draisines. Un peu plus loin, il y a un Picasso, le premier Picasso, l'X3801, qui va être restauré. Et puis surtout, je voudrais dire, la raison d'être de Fred et de son association des chemins de fer de la haute falaise, mais bien sûr, tout à côté des Trottas, eh bien c'est... Allez, je vous en dis pas plus, suivez-moi. Et oui, vous ne rêvez pas, regardez bien, ouvrez grand vos yeux, 32 voitures, qu'on appelle les voitures bleues, le train bleu, les voitures de la Compagnie internationale des wagons lits. Donc vous voyez derrière moi la dernière voiture restaurant qui a roulé, et on va aller la visiter. Donc, Frédéric Delahaye, a cette passion. Et s'il a cette passion, il sauve ce matériel, ces magnifiques voitures bleues, il les échange, il les vend et il les restaure. Donc, dans ce DVD qui est consacré aux grands express, c'est-à-dire à ces trains qui nous ont fait rêver et qui ont porté des noms mythiques comme le Mistral, le Capitole, l'Aquitaine, le Stanisfax, etc. Ce DVD est donc consacré aux grands express. Donc, dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film, un train mythique dont on a beaucoup parlé, qui nous a fait rêver étant enfant, qui était soi-disant le train le plus rapide du monde à son époque, le fameux Mistral. Et c'est vrai que ça a marqué un tournant dans l'histoire du chemin de fer, parce qu'il allait vite, il mettait 9 heures pour parcourir Paris-Nice, qui était une performance à l'époque, il n'y avait pas les avions, hein, je vous signale. Il y avait les voitures restaurants, c'était des premières classes, il y avait l'air conditionné, il y avait un secrétariat, un salon de coiffure, etc. Voilà. Donc, premier film, le train Mistral. 4 bonus. Premier bonus, le Capitole. Eh oui, le Capitole, ça a été le premier train français à grande vitesse. C'est le début de la grande vitesse entre Orléans et Vierzon. Bien 200 km/h dans la Sologne. Le deuxième bonus, comment ça marche? Comment ça marche? Eh bien oui, le wagon-restaurant, ou plutôt la cuisine de ce wagon-restaurant. C'est le dernier wagon-restaurant à avoir roulé sur les lignes françaises. Et vous voyez, et Frédéric vous le fera visiter tout à l'heure, il est dans son jus. C'était, regardez, le luxe de l'époque. Il y avait les petits bougeoirs, il y avait les petites tables, il y avait les beignes, il y avait les marqueteries, il y avait les petits rideaux. Enfin, une petite merveille. Le troisième bonus, des idées d'avance, eh bien, c'était les nouvelles premières sur Paris-Nancy, vous savez, le fameux Stanislas. Et puis enfin, à tout seigneur, tout honneur, un homme, un métier, un passionné,
comme on l'aime dans cette série, dans cette collection de DVD, Frédéric Delahaye, qui va vous faire visiter, j'allais dire, son grand Capharnaüm, mais c'est dit avec beaucoup de sympathie et d'estime. Le Mistral s'étale dans les plaines de la Camargue et de Provence pour enfin se perdre en Méditerranée. Le Mistral, c'est aussi l'un des trains les plus célèbres du monde. Mistral, rapide 1, départ 13h10, en première classe seulement. Accessible aux voyageurs ayant activé le supplément spécial. Sur voie A pour Dijon, Lyon, Valence, Avignon, Marseille, Toulon, Saint-Raphaël, Cannes, Antibes, Nice. Voiture Pullman, bar et restaurant sur le parcours Paris-Nice. Petit à petit, les voyageurs, acteurs et figurants sans cesse renouvelés du film quotidien Le Mistral, arrivent et prennent leur place pour la grande scène panoramique de Paris à Nice. « 13h05. Ce monsieur, très détendu, est un abonné, comme à l'opéra. Et il s'est arrivé juste pour le lever du rideau. Fermez les portes, s'il vous plaît. Attention au départ. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous souhaitons un bon voyage. Impassibles et confiants,
le conducteur, maître à bord, et son aide. Deux hommes qui regardent les cadrans et les appareils de bord, qui regardent les signaux, qui regardent la voie qui se précipite inlassablement vers eux, qui regardent et qui voient tout. « 150 km à l'heure. Dans leur compartiment, les voyageurs ont pris possession du Mistral et se laissent emporter sans se douter que des anges tutélaires, installés dans des compartiments presque semblables mais immobiles, veillent sur leur train et le suivent, si l'on peut dire, pas à pas. Ce sont les régulateurs du poste de commandement de Paris-Lyon qui contrôlent la circulation du Mistral et les marches de tous les trains sur plus de 170 km. Plus loin, nous serons pris en charge par ceux de Dijon, de Lyon, de Valence et enfin de Marseille. Montre centrale. Le train 1, le Mistral à 48 et à l'heure. Le train 1, le Mistral à 48 et à l'heure. Terminé. Terminé. Notre compositeur, se nourrissant de fa dièse, de si bémol et de rythmes à quatre temps, n'a que faire du wagon-restaurant. Et pourtant... Passez à 14h18 et à l'heure. À 14h18 et à l'heure. Terminé. Terminé. Littéralement avalé, le Mistral pénètre dans les ténèbres du tunnel de Blaisy-Bas. Quelques secondes plus tard, notre reporter s'y engouffre à son tour sans interrompre son travail grâce à l'éclairage fluorescent.
Quant au conducteur, toujours attentif aux signaux, on peut l'imaginer ici conduisant un train de nuit. Il n'est nullement gêné par l'obscurité. Échappons-nous du tunnel de Blaisy et, devançant le Mistral, pénétrons dans le poste de commandement de Dijon. D'ici, on règle la marche des trains sur les 27 km de ligne à 2 voies seulement qui séparent Blaisy-Bas de Dijon. Ces 2 voies sont banalisées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées l'une comme l'autre dans n'importe quel sens de circulation, ce qui permet au Mistral de doubler un train de marchandises, de même que sur la route, les voitures rapides dépassent les poids lourds. Et cela dans des conditions de sécurité absolue, toute erreur étant impossible grâce aux mécanismes automatiques. Dijon, capitale de la Bourgogne, terre du bien manger et du fin boire, célèbre par sa moutarde, son cassis, ses pains d'épices et bien d'autres bonnes choses. La nouvelle gare, entièrement reconstruite, accueille le voyageur dans son hall clair et d'une moderne sobriété. Après 2 minutes d'arrêt seulement, nous repartons. Le spectacle de ces vignobles réputés ne vous inspire-t-il pas? Mais si, voyons. Là. Ça va, nous faisons l'heure. Que se passe-t-il? Le rail ne bat plus la mesure? Mais c'est tout simplement parce que nous roulons maintenant sur une voie équipée de longs rails soudés. Eh bien, qu'à cela ne tienne, changeons de rythme et écrivons un largo. Nous allons arriver à Lyon, ancienne capitale des Gaules, 3e ville de France, centre industriel et patrie de Guignols.
Lyon-Perrache, 4 minutes d'arrêt. Ici Lyon-Perrache, 4 minutes d'arrêt. Nous attirons l'attention des messieurs les voyageurs sur le court stationnement du train. 4 minutes seulement. Accordons quelques regards à cette cité dont la création remonte à l'an 41 avant Jésus-Christ. Nous quittons Lyon à l'heure précise pour foncer maintenant vers Valence et Avignon en suivant les bords pittoresques de la vallée du Rhône. L'assainissement des compartiments et leur climatisation sont obtenus grâce à une véritable centrale roulante installée dans un fourgon spécial qui dispense dans tout le train un air constamment renouvelé et une douce température ambiante, été comme hiver. Chaque jour, à la même heure et au même endroit, les deux Mistral, le descendant et le montant, se croisent sans jamais faillir au rendez-vous. Valence. C'est déjà le midi. Et l'accent méridional, au fur et à mesure de notre avance, va devenir de plus en plus chantant. Quel beau fruit, n'est-ce pas? N'est-il pas amusant de penser que peut-être il a mûri dans ces vergers du Valentinois et qu'hier encore il était là, parmi tant d'autres? Acheté ce matin à Paris, par quel miracle a-t-il pu faire un aller et retour aussi rapide de plus de 1200 km? C'est pourtant bien simple. Grâce au train spécial des primeurs, le Provence Express, que nous allons croiser, il est parti de son lieu d'origine hier dans la soirée, est arrivé à Paris avant 23 h et mis sur l'étalage du fruitier ce matin. Le Provence Express, c'est le Mistral des fruits et légumes. Après avoir contemplé le pittoresque, notre rédacteur itinérant ne peut s'empêcher de noter au passage les grandes installations hydroélectriques qui, par leurs barrages, ont fait du Vieux-Rhône un des plus jeunes et des plus grands producteurs d'énergie.
ne passons pas à Orange sans mentionner le théâtre qui fut élevé un peu avant l'ère chrétienne. C'est le plus beau et le mieux conservé de tout le monde antique. Et nous allons arriver maintenant dans l'ancienne cité des papes, célèbre aussi par son pont à rondes enfantines. Avignon, 2 minutes d'arrêt. Buffet touristique. Train sans arrêt jusqu'à Marseille. Correspondance pour Nîmes et au-delà vers Narbonne. Entre Arles et Miramas, c'est la Crau. Presque 20 km de ligne droite. D'un côté, c'est une plaine caillouteuse. Et de l'autre, un interminable rideau de cyprès qui masque la vue. Alors, certains se laissent aller à une douce somnolence, comme s'ils subissaient déjà les effets du soleil de Provence. Vous avez sans doute un rendez-vous, monsieur, à l'arrivée à Marseille. Marseille, 25 siècles d'histoire en font la première en date des grandes villes françaises. Après avoir parcouru 863 km en 7h10 à 120 km à l'heure de moyenne, le Mistral est accueilli dans la gare Saint-Charles par le poste PRS qui surveillait son approche. Train 1, le Mistral, à 19 et à l'heure. Terminé. Ce poste électrique et automatique, dit presse-bouton, commande 450 itinéraires et a remplacé en 1954 7 postes anciens. Une simple remarque. En 1860, en 7h10, on allait de Paris à Beaune. En 1963, en 7h10, on va de Paris à Marseille. Gain de parcours, 511 km. Marseille, 10 minutes d'arrêt. Marseille, 10 minutes d'arrêt. Dans la gare Saint-Charles, à l'Office d'information de renseignement et de tourisme, d'aimables hôtesses accueillent les voyageurs. Encore le Mistral. Allons, ne soyons pas sectaires et rendons justice aux autres trains rapides qui sillonnent la France. De jour comme de nuit, par tous les temps, les trains express et rapides parcourent annuellement 106 millions de kilomètres et plus de 97% de ces trains arrivent à l'heure au terminus. Marseille. C'est au loin Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère. Ce sont les paquebots qui entrent et sortent par la porte de l'Orient. Et c'est surtout le vieux port, hanté par les souvenirs de Marius, Fanny et César. Dernier témoin de la trilogie de Marcel Pagnol, voici le ferryboat, capitaine Félix Escartefigue. Nous voici de nouveau dans la gare Saint-Charles, car notre voyage n'est pas encore terminé. Rattrapons vite notre Mistral qui, maintenant, roule dans la nuit vers Nice.
Lorsque, pour la première fois, on fait ce voyage, on cherche évidemment à voir la Côte d'Azur. Mais la nuit, on ne distingue que quelques lumières fugitives qui scintillent au passage. Ces jeunes gens seraient un peu déçus si cet excellent homme n'évoquait pour eux les paysages merveilleux qu'ils pourront contempler par la fenêtre du Mistral de leur retour et les panoramas inoubliables qu'ils ne manqueront pas d'admirer pendant leur séjour. Et c'est la fin d'un bon voyage. Le rideau va tomber sur les dernières scènes de cette pièce à grand spectacle qui fait arriver le Mistral dans une apothéose digne de lui, Nice, un soir de carnaval. Les voyageurs, ayant retenu leur place pour le déjeuner, sont invités à se rendre dans la salle à manger située au milieu du train. Merci. Mesdames, Messieurs, dès maintenant, la vitesse du train peut atteindre 200 km à l'heure pendant une demi-heure environ. Nous vous prions de bien vouloir maintenir fermées les fenêtres des voitures pour éviter le bruit et les courants d'air. Merci.
Entre Orléans et Vierzon, le Capitole circule à 200 km à l'heure. Ces résultats spectaculaires ne doivent cependant pas masquer les efforts entrepris sur l'ensemble de la ligne. Les 400 km du parcours Paris-Limoges sont couverts à une moyenne de 140 km à l'heure. Et malgré la traversée du Massif central, Toulouse n'est plus qu'à 6 heures de Paris. Ces horaires remarquables sont réalisés sur une ligne centenaire sans que des investissements considérables aient été engagés. Le train arrive à Toulouse-Matabiau dans quelques minutes. Nous espérons vous revoir prochainement. Merci. Alors qu'actuellement, les trains français parcourent journellement 140 000 km à plus de 100 km à l'heure de moyenne, le Capitole marque un nouveau départ vers la réalisation de vitesses élevées qui, plus que jamais, répondent à un impératif économique et à une nécessité commerciale. Lorsqu'on effectue un long parcours par le train, il est indispensable de pouvoir prendre ses repas, petit déjeuner, déjeuner ou dîner au cours du trajet. Les voitures-restaurants offrent aux voyageurs la possibilité de se restaurer grâce à leur menu servi à heure fixe. Il est d'ailleurs possible de se faire réserver des places dans l'un des 3 ou 4 services successifs proposés à des heures différentes. Ces voyageurs, un père et ses enfants, ont choisi le 3e service. Une sonnette agitée dans le couloir annonce le début du 1er service. Un peu surpris, notre voyageur est tiré de son sommeil. Son fils le rassure en lui faisant remarquer que ce n'est encore que le 1er service. Non, on ne s'y laisse plus prendre. Ah, cette fois c'est bien notre tour, semble dire le père de famille, en prenant la direction du restaurant. Au prix du repas s'ajouteront éventuellement les apéritifs, boissons, café et alcool qui sont toujours facturés en supplément. Laissons maintenant nos sympathiques convives en leur souhaitant bon appétit et voyons les mets qui leur sont proposés. Les hors-d'œuvre, la langouste à la parisienne, le gigot d'agneau accompagné de légumes, le plateau de fromage, et enfin la bombe glacée avec les gaufrettes ou les fruits de saison. Pendant que l'on savoure café et liqueur, le maître d'hôtel établit la note. Sur celle-ci sont indiqués le prix du repas et des suppléments, et les 15% du service sont ajoutés au total. Comme il est agréable de pouvoir apprécier la gastronomie française en dégustant les crus renommés pendant que le train file vers sa destination.
Frédéric a 40 ans. C'est un garçon joyeux, sympathique, un bout en train. Mais il a une passion, les trains, le chemin de fer. Et surtout, regardez bien, il collectionne des voitures. Les voitures célèbres, les voitures bleues, celles de la Compagnie internationale des wagons-lits. Et là, il n'a pas peur, car il retrousse ses manches et il les sauve de la destruction. Frédéric, elle est récupérable, cette voiture ? Oui, bien qu'elle soit très abîmée au niveau de son châssis, d'une partie de son châssis, c'est tout de même une voiture très robuste pour l'époque. Hein. Il ne faut pas oublier qu'ils voyaient large, les anciens, ils surdimensionnaient. C'est un châssis poutre. Cette voiture roulera un jour, elle sera restaurée. Elle est en levage actuellement pour permettre son transport. Elle est vendue à un collectionneur qui va la faire rouler et qui n'a pas peur. Il y a des gens qui collectionnent ces voitures-là ? Et oui, on a réussi à trouver quelqu'un qui était encore plus fou que nous, puisque nous, on a été assez fous pour les conserver et empêcher qu'elles soient ferraillées. Et il y a d'autres fous qui, eux, veulent les faire rouler, à nouveau. Pourquoi cette passion pour les voitures bleues, celles de la Compagnie des wagons-lits ? Ça vient probablement des trains miniatures, d'un réseau miniature qu'il y avait dans le grenier de mon grand-père. Et j'avais remarqué en jouant avec, quand j'étais petit, que les voitures les plus belles étaient les voitures Handby de la Compagnie des wagons-lits. Et puis plus tard, j'ai cherché pour mon association de modélisme à acheter un local pour mettre le réseau de modélisme. Et puis on a trouvé un ancien wagon de la Compagnie des wagons-lits qui était entièrement recouvert à l'intérieur, qui était entièrement en formica comme ça, marron. Et puis en décollant le formica, eh bien, on s'est rendu compte qu'en dessous, il y avait de belles marqueteries et de la colle à enlever bien sûr, des vernis à refaire, mais qu'en fait c'était des vrais bijoux et que ça n'intéressait plus personne. Donc il y a bientôt 25 ans, j'ai acheté tout ce que je pouvais de ces vieilles voitures qui partaient à la ferraille pour ne pas qu'elles soient détruites. Et puis on essaie, avec quelques bénévoles passionnés, de les remettre en valeur, de retirer le formica et de refaire les vernis pour donner ce que vous pouvez voir ici. Et ça, c'est authentique, elle est dans son jus d'origine, là. Oui, c'est une voiture, c'est l'ancienne voiture, c'est la dernière voiture restaurant du Train Bleu. Elle a servi, entre autres, pour le tournage du film La Grande Vadrouille, par exemple. Et donc on a réussi à revoir, par exemple, les anciennes boîtes de réclamation, comme celle-ci. C'était très très dur. Les gens pouvaient mettre leurs billets quand ils n'étaient pas contents des serveurs. Le chef de brigade avait un plomb ici pour protéger
pour empêcher que le serveur puisse l'ouvrir. Et il y avait des dents à l'intérieur pour pas que les serveurs puissent récupérer les réclamations. Donc ça donne un peu une idée de l'ambiance de travail qui était très militaire finalement dans ces voitures. Il y avait 7 personnes qui travaillaient dans ces voitures et c'était très dur. Vous participez au sauvetage du patrimoine de la compagnie des wagons-lits. Tout à fait, on a même parmi nos voitures, on en a qui sont classées monuments historiques et qu'on essaye tant bien que mal de préserver. Mais on est un peu le lien en fait entre ceux qui ont tout cassé et ceux qui vont ensuite les valoriser, les faire rerouler. Parce que le but ultime d'une voiture-restaurant, c'est qu'elle sente le ragoût, quoi. C'est qu'elle revive. Il y en a qui vont rerouler? On en a déjà vendu qui sont en cours de restauration pour rouler sur des trains de luxe. Ça se fait de plus en plus maintenant. Il y a une ouverture pour les privés maintenant sur les réseaux ferroviaires. Et il y a fort à parier qu'une grande partie de ce que l'on conserve aura une 3e vie prochainement. Mais il n'y a pas que les voitures restaurants que vous collectionnez? Non, dans les voitures bleues, il y avait 3 types de voitures. Vous aviez bien sûr les restaurants, les voitures salon Pullman et les voitures lit. Ici, nous sommes dans une authentique voiture lit des années 30 et on a réussi à refaire les vernis et on a tous les accessoires d'époque. Par exemple, vous aviez un lavabo par cabine qui vous donnait l'eau chaude et l'eau froide. Vous aviez bien sûr, il ne faut pas oublier, le pot de chambre en porcelaine qui se rince lorsque l'on fait couler l'eau dans le lavabo. Vous aviez aussi une armoire de toilette avec bien sûr la carafe en cristal aux armoiries de la compagnie. Et puis dans le compartiment, là il est en position jour, et pendant que les gens mangeaient dans le wagon-restaurant, le steward venait et transformait les cabines. Alors soit en single, donc il abaissait comme ceci, et il prenait le matelas qui était rangé en dessous, et il dressait le lit, soit en double, et à ce moment-là, cet abattant était tiré vers le haut et installé. Vous avez aussi ici un accessoire que je trouve très sympathique d'époque. Sur ce rond de feutrine et ce petit crochet, autrefois on y accrochait la montre à gousset, puisqu'en ce temps-là, les montres n'étaient pas à bracelet, mais étaient rondes. Pour restaurer une voiture comme ça, ce qui est un peu difficile pour nous, c'est que beaucoup de petites sociétés ont fabriqué, c'était des petites séries de 10, 20 voitures, et les dimensions extérieures étaient communes, mais par contre, les détails d'accastillage à l'intérieur, les petits cendriers, les petits interrupteurs et tout ça, sont des accessoires qui sont propres à l'atelier qui les fabriquait. Donc pour nous, c'est assez compliqué d'arriver à retrouver les pièces d'époque, mais on y arrive. Combien de temps vous faut-il pour restaurer une voiture? Oh, c'est très long. Pour sauvegarder une voiture comme ça et la valoriser, il faut bien 6 mois avec une dizaine de bénévoles pour arriver à lui redonner un peu de sa splendeur d'antan. Il ne faut pas oublier que toutes les boiseries dans cette voiture étaient recouvertes de formica. Donc c'est déjà un travail énorme de retirer le plaquage et de raviver les vernis et les marqueteries quand il y en a. On n'ose pas vous demander combien ça coûte. Oh, quand on aime, on ne compte pas. C'est surtout du temps, en fait. C'est surtout de la main-d'œuvre. Pour nous, comme elle est bénévole, ça va, mais évidemment, c'est fort coûteux. Chaque rentrée d'argent est réinvestie dans les voitures. La lampe rouge qui est ici et le petit bouton d'appel, le petit bouton qui est à côté, était relié à l'intérieur à un bouton que le passager pouvait actionner pour appeler le steward qui était assis au bout du couloir. Ça faisait sonner une sonnerie qui était à côté de lui, qui était désagréable pour lui. Et la seule façon pour lui d'arrêter cette sonnerie, c'était de se déplacer et d'appuyer sur le bouton à côté de la petite lampe rouge. Donc il était obligé de venir. Comment vous jugent vos voisins ou vos amis? Dans le milieu du chemin de fer, on a été longtemps qualifié de barjot, puisqu'on accumulait des voitures Orient Express à un moment où tout le monde les ferraillait. Ça s'est un peu calmé maintenant dans le milieu ferroviaire, puisque ça fait quand même maintenant un quart de siècle, donc évidemment, elle commence à prendre de la valeur et de l'intérêt. Par contre, dans mon village, c'est sûr que je suis toujours le chef de gare fou du coin. Hein. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre association? Ce qui nous manque, bien sûr, c'est de l'argent. On me donnerait 1 million d'euros, je crois que j'arriverais à l'investir dans tout ce patrimoine. Mais aussi, on constate quand même une raréfaction des membres actifs. Il y a quand même de moins en moins de monde qui veut se remonter les manches pour essayer de bricoler ces voitures.